Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission de Green Zone, la contribution de la Fondation Friedrich Ebert pour jeter un coup d'œil aux questions de la crise climatique sur le continent africain et évidemment la COP27 qui, comme vous le savez, se tiendra en Égypte en novembre. Nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter avec un des protagonistes, un activiste de longue durée de provenance du Sénégal. Il s'agit de Babacar Sylla. Bonjour, monsieur le coordinateur. Bonjour, camarades. Bonjour, cher camarade Constantin. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Avant de se lancer aux discussions très brûlantes autour de la COP27 en Égypte, restons un moment au Sénégal. Vous pouvez nous expliquer tout brièvement quels sont les impacts de la crise climatique et du changement climatique concrètement au Sénégal aujourd'hui? Au fait, vous savez, le Sénégal, c'est d'abord un pays sahélien, un pays côtier également. Donc, il fait partie des pays les plus exposés aux conséquences des changements climatiques. Et parmi ces conséquences, nous pouvons juste noter déjà l'érosion côtière, parce que c'est un pays qui s'étend sur 700 km de côte. Et avec l'érosion côtière, nous notons quand même des pertes parfois inestimables. Avec l'érosion côtière, nous assistons à des pertes, mais vraiment considérables, aussi bien de l'activité économique que des activités ludiques et sociales. Et cette année-ci, l'hivernage au Sénégal a entraîné des conséquences très dommageables avec des inondations qui n'ont pas eu de précédent. Donc, le Sénégal aujourd'hui fait face à ces terribles conséquences. Nous avons également la perte des récoltes. Nous avons également parfois, disons, des conséquences très dommageables sur le plan sanitaire. Et entre autres, notons juste que le Sénégal est un pays sahélien, un pays côtier et fait partie donc du lot des pays africains les plus menacés, les plus vulnérables au changement climatique. Vous avez l'impression que le gouvernement fait suffisamment pour s'en sortir afin de mieux s'adapter à ces conséquences du changement climatique au Sénégal? Disons que l'État est en train de développer des politiques, mais pour nous, ces politiques pourraient être beaucoup plus ambitieuses. Même si, on le sait, les États africains à eux seuls ne pourront jamais faire face à tout ce désastre climatique. L'État est en train de s'essayer, mais ça reste, nous en voulons beaucoup plus. Nous en appelons à beaucoup plus d'ambition, mais surtout à des réalisations beaucoup plus concrètes. Monsieur le coordinateur, vous êtes auprès de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Concernant les problématiques du changement climatique au Sénégal, est-ce que vous vous donnez quand même la main avec l'État? Oui, la CNTS n'a pas attendu quand même l'invitation de l'État pour se joindre à ce combat global. Et au sein du COMNAC, du Comité national sur les changements climatiques, la CNTS essaie de jouer ce rôle pour promouvoir le dialogue social, étant donné que nous avons des employeurs et l'État également est représenté. Mais au-delà de cette structure étatique, disons, la CNTS est en train de développer, de mettre en œuvre l'une des recommandations phares de la CSI, à savoir la construction des alliances. Parce qu'on est conscient que le changement climatique étant un phénomène global, mais sa résolution va se faire de manière également coordonnée avec tous les acteurs qui sont concernés. De quelle manière vous collaborez avec des autres pays africains? Oui, disons que jusque-là, c'est vraiment une collaboration, surtout du point de vue renforcement de capacité et de partage des expériences. Parce que la CSI Afrique également a un département changement climatique que notre
qui est coordonné par notre camarade Roda Boateng. Et son rôle, c'est surtout de préparer une participation africaine lors des COP à travers des réunions pré-COP, mais également de restituer, de partager les expériences acquises lors des COP à travers des meetings qu'on appelle des meetings d'évaluation généralement. Mais ça renforce également les capacités des membres, c'est-à-dire des différents affiliés de la CSI, du point de vue partage d'expérience, du point de vue également élaboration de documents de politique syndicale. Si nous prenons l'exemple comme COSATU d'Afrique du Sud, qui sont très en avance par rapport à l'implication des syndicats dans les changements climatiques, mais c'est une belle expérience qui est en train d'inspirer des organisations comme la Synthèse. On peut également citer l'organisation comme NLC de Nigeria, ainsi de suite. Disons que vraiment, c'est un réseau qui aide les différents camarades à s'inspirer des expériences réussies et à se renforcer mutuellement. Très bien. Parlons un peu de la COP26 d'abord à Glasgow. Avec quel sentiment vous avez quitté l'endroit à l'époque, en novembre l'année passée? Nos réelles attentes n'étaient pas satisfaites. Je le dis sincèrement parce que Glasgow, quand même, était exceptionnel en ce sens que depuis le début des COP, en 1994, il n'y avait que 2020 où on a observé une année sans COP. 2020 avec, bien entendu, le contexte de la pandémie. Donc, 2021, à Glasgow, on est resté 2 ans sans négociation. Donc, on se disait que maintenant, les négociateurs seront beaucoup plus éveillés pour se dire que oui, là, on a du temps qu'on a perdu et on doit le rattraper. On était parti à Glasgow avec ce sentiment d'optimisme, mais malheureusement, l'issue des négociations a un peu déçu pour la bonne et simple raison que la sempiternelle question du financement de l'adaptation n'a pas été au rendez-vous. En ce sens que à Glasgow, on se disait que le mécanisme de Varsovie, à savoir les pertes et préjudices, devrait être clairement élucidé et les pays devraient s'engager résolument à mettre la main au portefeuille. Ça n'a pas encore été fait. C'est comme qui dirait qu'à chaque COP, les points les plus essentiels sont reportés à la COP suivante. Malheureusement, c'était ça encore à Glasgow et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes en train de nous préparer pour Sharm el-Sheikh. Mais qu'est-ce qu'il faut effectivement pour tourner la page dans cette relation très complexe nord-sud, notamment à l'égard du financement de conséquences au changement climatique? De l'ambition sincère. Vraiment, si on pourrait se résumer, j'allais dire, il nous faut de l'ambition sincère. Parce que de l'ambition écrite, nous en avons parfois. Mais en 97 déjà, avec Kyoto, qu'est-ce qu'on avait dit? Quels étaient les engagements qui ont été pris? De 97 à 2022, quel est le niveau de réalisation de ces engagements? Ce n'est pas satisfaisant. Donc, disons que ce que nous voulons, c'est surtout des ambitions, mais que ces ambitions-là puissent être réalisées dans la sincérité. C'est tout ce que nous voulons et nous le disons avec beaucoup de gravité, en ce sens que nous savons que, j'ai l'habitude de le dire, la planète Terre, c'est notre plus grand bien commun. Donc, nous devons de la préserver, cette planète. Malheureusement, certains ne le comprennent pas ainsi. Il ne s'agit pas d'une course vers quelque chose, non. C'est un défi majeur qu'il nous revient de relever tous ensemble. Sinon, nous courons tous vers notre perte. Je crois que personne conteste le constat, effectivement, qu'il faut laisser quand même quelque chose aux prochaines générations qui nous suivent après, n'est-ce pas?
Je me demande juste parfois, qu'est-ce qui cloche vraiment? On a cette tâche, le défi énorme de changement climatique au 21e siècle, mais il semble que les décideurs politiques n'ont pas encore à 100% réalisé l'urgence derrière, ou je me trompe? Oui, mais vous avez parfaitement raison. Et malheureusement, il me semble que l'urgence politique, disons, n'est pas l'urgence climatique. Et ils ont tort de raisonner ainsi. Le défi de l'humanité, c'est de pouvoir léguer à la génération future une planète quand même habitable. Et là, au rythme où nous allons, ça a été dit et redit par les experts regroupés au sein du GIEC. Le modèle de développement qu'on a entrepris, que certains pays occidentaux ont entrepris depuis le 19e siècle, n'est pas un modèle de développement rentable. Et aujourd'hui, ce modèle est en train de s'effondrer. Donc, que les politiques prennent quand même la gravité de la situation pour tourner résolument vers la durabilité. Et il y a des opportunités dans cette nouvelle trajectoire. Il y a quelques années, certains pensaient que l'écologie et l'économie ne pouvaient pas faire bon ménage. Mais aujourd'hui, des pays sont en train de prouver le contraire. On peut bien faire de l'économie dans l'écologie. Donc, si vraiment les politiques sont un peu omnibulés par l'économie, qu'ils sachent également qu'ils peuvent faire cette économie-là, mais dans l'écologie, et tout le monde en gagnerait. Pour la COP 27 en Égypte, est-ce que vous allez avec un certain niveau d'optimisme quand même, ou vu votre expérience des dernières COP auxquelles vous avez pu participer, vous avez une approche surtout réaliste? OK, on va voir qu'est-ce qui est le résultat cette fois-ci? Ni optimisme, ni pessimisme, mais avec de la détermination. Nous y allons avec beaucoup de détermination, en croyant que, oui, ce début de prise de conscience qui est en train quand même de s'éparpiller un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, avec surtout des générations qu'on appelle générations climat, des plus jeunes qui sont en train de placer les adultes que nous sommes devant leurs responsabilités. On espère tout simplement que cette masse critique va s'accroître et cette masse critique pourra permettre à la diplomatie internationale de prendre les mesures qui s'y donc, en tant qu'acteur non étatique, j'y vais non pas avec pessimisme, non pas avec optimisme, mais avec beaucoup de détermination. Est-ce que vous avez l'impression que, disons, la voix africaine est suffisamment unie? Oui, malheureusement, même si elle est unie, elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible et ça renseigne également du modèle de négociation, étant donné que c'est par groupe et l'affiliation à ces groupes de négociation, parfois, elle est open. Si nous prenons beaucoup de pays africains, pour ne pas dire tous les pays africains, ils sont dans ce que l'on appelle G77 plus la Chine. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que la Chine est en train de faire dans ce groupe, mais des pays les plus vulnérables? Étant entendu que la Chine fait partie des coupables aujourd'hui, elle ne peut pas se réclamer victime. Et malheureusement, c'est un groupe de négociation qui est là, le G77. Les pays africains palabrent avec le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Et parfois, ce même pays est en train de réclamer des réparations au même titre que les pays africains. Donc, il appartient à l'Afrique de choisir peut-être ses alliés. Mais il appartient surtout aux délégués africains de savoir dire stop à cette récréation. Il y a d'autres activistes qui disent que la COP, parfois, ça ressemble à une récréation. Moi, je dis que non. Il nous appartient à nous, participants à ces COP-là,
de sonner, si vraiment c'est une récréation, de sonner la fin de cette récréation. Parce que pendant 27 ans, nous sommes en train de négocier. Il s'agit de réparer une injustice qui est là et qui est constatée par tout le monde. L'Afrique qui ne contribue qu'aux environs de 4% du réchauffement global, du taux global d'émissions à effet de serre, continue d'être le continent qui subit le plus ces effets du changement climatique. Donc, il appartient aux Africains quand même de se dire que oui, cette justice-là, ça ne peut pas être une demande, ça ne peut pas être une chose que nous commandons, non. Ça doit être une obligation auquel État et industriels devront se soumettre. C'est tout. Et on a commencé à soulever le financement des pertes et des dommages, et l'Afrique doit continuer à s'agripper sur cette donne-là. Que les pertes puissent être comblées et que les dommages puissent être réparés. Comment vous voyez l'approche de la présidence de la COP27? Ils ont postulé depuis le début, oui, bien que la COP va se tenir en Égypte, c'est aussi une COP africaine. Est-ce que vous avez l'impression que les intérêts des États africains sont déjà pris en compte en ce moment? Non, personnellement, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Bon, peut-être que je ne suis pas à un niveau où, oui, si vraiment l'État du Sénégal est consulté et que moi, je dois être entendu. Mais je pense que la démarche qu'on doit privilégier dans ce processus-là doit être une démarche inclusive. C'est-à-dire, aucune politique climatique ne doit être prise sans des mesures sociales. Et ces mesures sociales, la meilleure manière de les concevoir et de les développer, c'est d'entendre les partenaires sociaux, c'est d'entendre les acteurs non étatiques, les militants environnementaux. Est-ce que nos États sont en train de le faire? Je ne le pense pas. Donc, la démarche, elle est à revoir. Si la présidence vraiment de la COP revient au pays d'accueil, mais il y a une certaine démarche également, une certaine cohésion qui doit se faire entre pays africains. En 2016, on avait accueilli, on nous parlait de COP africaine à Marrakech, mais le résultat des courses n'a pas été si satisfaisant. Aujourd'hui également, on nous parle, encore une fois, de COP africaine à Sharm el-Sheikh en 2022. Est-ce que l'issue des négociations va quand même rassurer les Africains? Wait and see. Et pour terminer sur ce point, quand on nous parle de COP africaine, c'est-à-dire la prochaine fois que la COP sera tenue en Afrique, moi je souhaite vivement que cela puisse se tenir dans un pays subsaharien. Et là, je pense que les délégués verront par eux-mêmes l'une des conséquences les plus désastreuses de ce phénomène autour duquel nous sommes en train de négocier. Dernière question peut-être à cet égard. Quel est votre plus grand souhait pour les négociations en Égypte? Que le financement, que les bailleurs viennent avec des projets innovants, parce que il faut également le rappeler, la COP, c'est également le moment pour les militants environnementaux de proposer des solutions alternatives. Des solutions alternatives, nous en avons. Nos communautés sont en train de les développer, mais à des proportions moindres qui nécessitent un accompagnement. Donc, mon plus grand souhait pour cette COP, c'est vraiment que ça soit une COP beaucoup moins officielle, c'est-à-dire qu'elle soit une COP résolument des peuples, que les peuples soient beaucoup plus entendus, que les initiatives également autochtones, endogènes, les solutions développées par les communautés qui souffrent le plus de ces changements climatiques, que ces initiatives puissent être portées et accompagnées. Et là, rassurez-vous, croyez-moi,
ce sera un début de solution à cette crise. Disons, supposons qu'on va se revoir d'ici fin novembre. Quel est, selon vous, le meilleur résultat pour le Sénégal et pour les pays africains en sortant de la COP 27? Qu'il y ait quand même cette fois-ci, mais des engagements sincères, je me répète. À chaque fois, peut-être, on sort avec des engagements, mais cette fois-ci, que ces engagements soient immédiatement suivis d'effets. Ce serait vraiment le meilleur résultat auquel les pays africains pourraient s'attendre, c'est-à-dire cette fois-ci que les pays viennent pour se dire oui, depuis lors on a pris des engagements, mais pour cette année-ci, nos engagements seront suivis d'effets, avec surtout une mobilisation du privé. Il est important. Les entreprises sont quand même des maillons qui sont à prendre très au sérieux et qui sont à prendre en considération dans ce mécanisme-là. Parce qu'aujourd'hui, oui, les syndicats ont plaidé et ils ont obtenu le principe de transition juste. Mais ce principe ne pourrait jamais être mis en œuvre à l'échelle nationale sans une réelle cohésion entre les différents acteurs, je veux dire les employés que sont les États, mais surtout les entreprises, et les employeurs que sont l'État et les entreprises, et les employés que nous sommes, nous travailleurs. Malheureusement, notre temps arrive à terme et je vous remercie beaucoup au nom de la Fondation Friedrich Ebert pour votre temps aujourd'hui et j'espère de vous revoir très, très bientôt, sinon à Sharm el-Sheikh.